Un mot d'abord simplement sur les images d'actualité qui, hélas, sont dramatiques. C'est le bombardement de l'hôpital Al-Shifa, devant l'hôpital plus précisément. L'armée israélienne confirme qu'elle a visé une ambulance à l'entrée du plus grand hôpital de Gaza-Ville. Elle assure que cette ambulance était utilisée par une cellule terroriste du Hamas. Je cite, le gouvernement du groupe islamiste Hamas, quant à lui, parle de dizaines de morts et de blessés. On rappelle la difficulté, on y viendra plus tard dans la soirée, d'avoir des bilans exacts. Quoi qu'il en soit, ça s'ajoute évidemment à beaucoup d'autres images. Ce qui s'est passé au camp de Jabalia, et cette fois Israël est très précis sur le fait qu'il a bombardé Jabalia pour viser un chef islamiste qu'ils ont réussi à tuer. Votre première réaction là-dessus, Jacques Attali, sur la proportion? La proportion. Je voudrais me dégager de ces contes macabres. Aujourd'hui, il va y avoir une conférence sur l'aide apportée à Gaza qui est absolument nécessaire. Je note qu'il n'y a pas eu de conférence sur l'aide apportée après le 7 octobre. Mais je pense que l'urgent aujourd'hui, c'est pas seulement de penser à l'aide urgente dans les circonstances actuelles, c'est de penser à organiser une vraie conférence de la paix. Le président Biden a dit à juste titre qu'il y a des moments où l'histoire s'accélère. En 89, on avait vu ça, l'histoire s'est accélérée et on avait réussi à faire s'effondrer beaucoup de choses qui malheureusement n'ont pas duré. Mais je pense que le moment est venu maintenant d'en appeler à une grande conférence de la paix. Cibler la fin de la récréation, pour être simple, et une grande conférence de la paix où il y aurait tout le monde autour de la table. Alors naturellement, pas ceux qui veulent la mort des autres, et le Hamas veut la mort d'Israël, donc je ne pense pas qu'il a sa place à cette conférence, d'ailleurs je ne pense pas qu'il voudrait en être. Que faire, pardon, quand il n'y a pas d'interlocuteur? On rappelait, tout à l'heure avant cette émission, on rappelait 82, je crois, le discours de Mitterrand à la Knesset, c'était une autre époque. Après, il y a eu l'espoir, des accords d'Oslo, oui. Rabin, Arafat, chacun avait usé d'une très grande brutalité à certains moments, mais ils ont quand même fait la paix. Là, on a d'un côté Netanyahou, gouvernement très à droite, on a de l'autre les islamistes du Hamas, qui sont évidemment, de notre point de vue, infréquentables. Avec qui parler? Chacun de ces deux entretient la violence de l'autre. J'ai dit à plusieurs reprises que Netanyahou était largement responsable du succès du Hamas et le Hamas se réjouit de la présence de Netanyahou au pouvoir en Israël. Mais malgré tout, le moment est venu d'arrêter ça parce que l'engrenage, on le voit très bien. Si on continue comme ça, l'engrenage, c'est le massacre réciproque, c'est l'entrée des Houthis, des gens du Hezbollah et d'un peu partout dans la guerre. Je pense que le moment est venu de proposer et de créer les conditions d'une conférence de la paix qui proposera non seulement la création d'un État palestinien avec ses représentants, qui pour l'instant les plus légitimes sont ceux de l'OLP, et avec un grand plan de reconstruction de la région, de type plan Marshall ou ce qu'on a fait en Europe après la guerre. C'est en mettant sur la table les moyens d'une telle reconstruction qu'on dépassera la circonstance actuelle. Sinon, on va rentrer dans un engrenage où tout le monde sera détruit par l'autre. Est-ce qu'on est arrivé à la limite d'une logique israélienne depuis 1948 et quand on se met dans leur logique, on peut le comprendre, les Israéliens ont toujours pensé qu'il faut être les plus forts. Finalement, beaucoup d'Israéliens pensent que la force seule leur garantit la survie. Est-ce qu'on atteint une limite? Quand vous êtes entouré d'ennemis qui, officiellement, ont comme but de vous détruire, on ne peut pas tendre les deux joues, ça n'a pas de sens. Imaginez qu'on est à la frontière de la France, une Suisse que vous connaissez bien, dont l'objectif serait de détruire la France. On mettrait une frontière, on peut le comprendre. Donc, et l'armée française serait beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc aussi longtemps qu'on a cela, et le malheur a voulu que certains gouvernements israéliens récents, à la différence des précédents, ont joué avec ça en étant ravis d'avoir un adversaire du pire, en jouant cette politique du pire, qui a conduit à la catastrophe les Français en Algérie, c'est-à-dire à la fin, et c'est ça que joue le Hamas. Il joue dans une stratégie de « on ne peut pas vivre ensemble ». Et donc nous allons gagner parce qu'on va finir par les chasser. Ce qui n'est pas possible, évidemment, parce qu'Israël ne se laissera pas chasser. Est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? On revient toujours à ce dilemme, une terre pour deux peuples. Mais une terre pour deux peuples. C'est deux terres pour deux peuples. Il y a la place pour deux peuples. Là, d'ailleurs, ça avait été décidé par les Nations Unies, et même avant par la SDN. Enfin, c'est une vieille histoire. C'est pas une terre, c'est deux terres pour deux peuples. Et moi, j'ai souvenir, parce que vous avez cité mon expérience, j'ai un jour déjeuné avec Shimon Peres à Jérusalem, et le même soir, j'ai dîné avec Arafat à Gaza. C'est donc possible.
C'est donc possible. Avec deux hommes très différents de ce qu'on voit aujourd'hui. L'islamisme, Oui, mais d'ailleurs. enfin, du côté- Arafat était à l'époque arrivé à peine du Liban où il avait été chassé. Il était un chef de guerre qui avait voulu la destruction d'Israël et puis qui avait changé de position. Donc, et de même, Shimon Peres avait été un combattant de l'indépendance et de la suite. Donc, on ne fait la paix qu'avec des ennemis. On ne fait pas la paix avec des amis. Jacques Attali, aujourd'hui, c'est plutôt l'heure de la guerre. On Non. va reparler de votre Non. livre dans un instant. Mais écoutez, en tout cas, dans la bouche de Nasrallah, là, cette fois, on parle d'un deuxième front. Il y a évidemment d'abord Gaza, l'attaque islamiste du 7 octobre, la réplique israélienne. Ce qui se passe de l'autre côté, au nord, la menace de Oui, mais- Nasrallah qui parle, écoutez-le et vous réagirez, il agite la menace d'une guerre totale. Craindre la possibilité d'une escalade ou d'une guerre totale, ou encore que le front pourrait mener à une guerre plus large, est une possibilité réaliste et cela peut arriver. L'ennemi doit mesurer ses actes, il travaille dessus et en parle. Jacques Attali. Premièrement, il a dit qu'il ne ferait pas la guerre pour le moment. Donc, vous avez retenu que la partie la plus véhémente, mais pas la partie où il a dit exactement le contraire. Il tire quand même déjà sur Israël, ce qui n'est Oui, pas bah, particulièrement... C'est voilà. pas nouveau. Il continue, Tu c'est vois, vrai. depuis 25 ans, c'est pas nouveau. Deuxièmement, le Liban est dans un tel état que plus personne au Liban veut une telle guerre qui finirait par détruire cet état qui s'est déjà assez autodétruit lui-même. Jacques Attali, quand on vous lit « Bienheureux soit notre monde », on ne va pas révéler à la fin, mais chacun y trouvera l'optimisme ou le pessimisme, mais en tout cas, la montée en force des non-démocrates, là on l'a sous nos yeux, n'est-ce pas, entre Nasrallah, l'Iran, la Syrie, la Russie, la Chine, on a l'impression que ce monde-là monte et que nous descendons. Non, c'est pas vrai. D'abord, c'est un roman qui se passe en 2029 où un groupe de gens très déterminés, avec beaucoup d'argent, essayent d'arrêter tout, d'arrêter la violence, d'arrêter la crise climatique. Et la grande question que pose ce roman, c'est est-ce qu'on peut, avec beaucoup de volonté et de moyens, mettre fin au cauchemar qui nous menace. Et on voit toutes les surprises qu'il y a dans le roman. Et j'ai pris l'hypothèse de la situation du pire, parce qu'en 2029, j'ai non seulement une intrigue romanesque, mais Trump est à Maison-Blanche. L'extrême droite. Marine Le Pen est à l'Élysée. Et tout est dans la situation cataclysmique, tant en Chine et au Moyen-Orient que partout ailleurs. Dans cette situation, j'essaie de montrer qu'un groupe déterminé, s'il le veut, peut tenter, et on verra par la surprise du roman, c'est par quels moyens il emploie pour changer tout ça, c'est possible. Les noms, pardon Jacques Attali, les noms que vous avez mentionnés, Trump, Marine Le Pen, est-ce qu'ils sont forcément des noms de guerre? Vous savez que parmi leurs partisans, beaucoup soutiennent qu'au contraire, il n'y a pas eu de guerre sous l'ère Trump, et soutiennent que cette façon de voir le monde un peu conservatrice, identitaire, chacun chez soi. Chacun chez soi, c'est ce que disait l'ambassadeur de Chine à votre même place il y a quelques mois, au fond est moins guerrière que certaines visions, y compris occidentales. Chacun chez soi, pour la Chine de Pékin, ça veut dire laissez-moi m'occuper de Taïwan et ne vous en mêlez pas. Chacun chez soi, chez Trump, ça voulait dire je fais les accords d'Abraham et j'oublie les Palestiniens, ce qui était une erreur monumentale. Il n'y a pas de paix au Moyen-Orient sans la création d'un État palestinien. De la même manière, nous oublions les Ouïghours. On ne fait rien, strictement rien pour les Ouïghours, ce qui fait que notre égoïsme est aussi grand que le leur. On ne regarde que ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse. Non, la juxtaposition d'égoïsme n'est jamais la solution. En effet, on va vers une juxtaposition d'égoïsme, ce qui d'ailleurs renvoie à une évolution très profonde de nos sociétés. Pour faire court, je dirais que une forme rudimentaire de bouddhisme, le boboïsme et la société de consommation, le populisme et l'extrême droite sont tous reliés par une idéologie commune, c'est moi d'abord et moi tout seul. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut passer à une société où chacun comprendrait qu'il a intérêt au bonheur des autres. On va entendre dans un instant la déclaration de Joe Biden. Vous y faisiez allusion. C'est souvent intéressant, les chefs d'État, c'est parfois au détour d'une conversation. Il parle en l'occurrence avec le président chilien, Boric, et il dit exactement ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à un point de bascule majeur, qu'il y a comme ça des grands changements dans le monde, grande guerre, grande bascule, et que ce qui se passe maintenant va déterminer le façonnage du monde, mais pendant des décennies. Écoutez-le. Vous savez, de mon point de vue, il y a des périodes, peut-être toutes les 6-8 générations, où le monde change rapidement. Nous sommes maintenant en plein dans cette période. Nous le sommes. Et je pense que ce qui va se passer dans les 2 ou 3 années à venir va déterminer la face du monde pour les prochaines 5 ou 6 décennies. Donc ensemble, nous pouvons la rendre meilleure.
Il faut travailler pour. Allez, faisons-le. Merci à tous. Vous savez, la crise actuelle qui efface la crise précédente ukrainienne sans jamais l'effacer, qui masque la crise climatique, en fait, il faut bien voir que tout ça forme un tout. Il y a en ce moment une convergence de catastrophes. Et chaque crise est une façon de masquer les autres. La crise actuelle, tragique, et qu'on pouvait éviter et qu'on peut éviter, est une façon de masquer la crise climatique qui va nous détruire, la crise technologique, l'IA qui va nous détruire, la crise ukrainienne qui pourrait entraîner une catastrophe beaucoup plus vaste et planétaire, ce qui peut se passer entre la Chine et Taïwan et beaucoup d'autres choses. Chacun essaye de cacher le désastre global qui vient devant nous. Il est urgent de créer les conditions de régler tous ces problèmes. On peut le faire à condition de ne pas mettre de l'huile sur le feu partout.